Donc, on se tourne vers le panel où on va parler de décès et planification successorale. Et c'est très à propos. On a 2 générations de diplômés à la maîtrise en fiscalité pour nous parler de ça, puis des gens qui sont très impliqués dans le programme de maîtrise encore aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole pour ne pas empiéter sur votre temps. Oui, tu vas faire un petit rap. Luc, il est dans la première cohorte des finissants de la maîtrise en fiscalité. Il ne le dira pas, là, mais il est plus vieux qu'il en a l'air. On est là pour parler de succession. Personne n'est mort encore. L'idée, c'est toujours de se dire comment est-ce qu'on fait pour transférer notre patrimoine d'une génération à une autre. On a vu différents éléments de la fiscalité. Nous, on a essayé de voir c'est quoi les éléments les plus marquants qui traitent de la planification successorale. Puis on n'était pas allé en mettre un. Puis en fait, ce qui nous a marqué, puis je trouve que la présentation de juste avant marquait ça aussi un petit peu, ce qui nous a surtout marqué, c'est la quantité de changements législatifs auxquels les fiscalistes doivent s'adapter tout le temps. Alors d'abord, on peut remercier le législateur pour nous donner à tous de la job, vous permettre d'avoir toujours plus d'étudiants puis de finissants, puis de financer les universités. Alors grâce aux changements fiscaux, les universités sont de plus en plus riches de savoir et de frais de scolarité. Mais je ne sais pas si notre ligne du temps est là. Oui. Alors, on a résumé ça. Nous, on a regardé 4 grands volets qu'on trouvait qui touchaient la planification successorale. Le premier, c'est l'impôt sur le gain en capital puis les variations de l'inclusion du gain en capital dans le revenu au fil des ans, qu'on a mis en relation avec la disponibilité ou pas d'une déduction pour le gain en capital. On voulait aussi parler des droits successoraux, naturellement. On parle de planification successorale. Puis finalement, comme on est toujours dans un contexte de transfert de patrimoine, tout ce qui est les restrictions sur l'impôt sur le revenu fractionné. Alors, notre première date, c'est 71-72. Oui, ça c'est pour moi. C'est mon âge. Oui. En 71, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, comme c'était mentionné avant, il y a eu la commission Carter dans les années qui précèdent, qui aboutit à un projet de loi qui a été déposé en 71. Bon. Ça, c'est... puis finalement, c'est entré en vigueur. Puis le 1er janvier 72, on vivait un nouveau régime fiscal. Puis comme c'était le premier jour, le 1er janvier, c'est devenu la fameuse date d'évaluation dont on parle souvent. Que les gens se trompaient aussi quand ils disent « est-ce qu'il faut que j'évalue mon immeuble ?» Non, la date d'évaluation, c'est le 1er janvier 72. Là. Alors, ça, c'est pour 72. Après ça. En 1985... Ah, ben, un peu, c'est vrai. 72 ramenait le gain en capital imposable. Ça commençait là, en vertu de la nouvelle loi. Okay? On commence là. OK, donc le début de l'impôt sur le gain en capital, c'était 50 %. Donc le taux d'inclusion du gain en capital à l'époque, c'était 50 %. Ça ressemble beaucoup à ce que c'est maintenant. En fait, c'est la même affaire. 85, on a l'introduction de la DGC, la déduction pour gain en capital, qui à l'époque était de 20 000 sur toute immobilisation, mais 500 000 sur les biens agricoles. Puis, déjà en 87, on avait un premier changement, donc la déduction sur toute immobilisation passait de 20 000 à 50 000, puis augmentait peu de temps après à 100 000. Puis pendant longtemps, là, les gens ont connu, pas moi, j'étais petit à l'époque, mais il y avait une déduction de 100 000 disponible sur plusieurs types de biens. Prochain changement, c'est en 1988. Puis là, en 88, qu'est-ce qui s'est passé? On a changé le taux d'inclusion du gain en capital dans le revenu, qui est passé de 50 % à 2/3. Là, naturellement, c'est un changement majeur. Alors, tout le monde s'est mis à revoir. En fait, j'assume que tout le monde s'est remis à revoir sa façon de traiter son revenu dans la vie, comme le gain en capital devenait imposable à un taux plus élevé. Mais à peu près au même moment, on a aussi introduit la déduction pour gain en capital sur les actions admissibles de petites entreprises. Donc, on avait les biens agricoles, on a ajouté les actions admissibles de petites entreprises. En 88 aussi, là où les contribuables subissaient à la fois l'imposition du gain de capital et des droits successoraux à leur décès, là, les droits successoraux ont été abolis pour les successions qui s'ouvraient à compter du 27 mai 88. Alors, on était au moins libérés des droits successoraux, mais il nous reste encore le gain en capital. Puis là, en 90, c'était la période sombre des gens riches. Le gain en capital était maintenant taxé aux 3/4, 75 % du taux d'inclusion du gain en capital. Puis ça a été une période sombre pendant une bonne dizaine d'années. Puis en 94, moment intéressant, on a abrogé la fameuse déduction de 100 000 sur tout bien. Alors, c'était le moment où tout le monde se dépêchait d'aller déclencher du gain capital sur une de leurs immobilisations pour pouvoir profiter de cette exemption-là qui cessait d'exister. En 95,
C'était à compter du 27 avril 1995, les actionnaires, entrepreneurs actionnaires perdaient la possibilité de pouvoir créer une perte en capital aussi importante que l'assurance vie qu'ils avaient pu prendre dans leur société pour payer leur succession, payer leurs actions. Parce qu'avant cette date-là, il était possible, si j'avais une assurance de 5 millions qui me donnait un CDC de 5 millions, de réduire ma perte en capital sur mes actions, de réduire mon gain de capital sur mes actions de 5 millions. À compter du 27 avril, on a perdu ça. Ça a été réduit avec les nouvelles règles de minimisation des pertes. Maintenant, le plus qu'on peut aller chercher, c'est une moitié de pertes. Mais il y a eu les droits, les règles grand-père. Grand-père, c'est les droits acquis pour ceux qui étaient actionnaires au 26 avril 1995, continuent de bénéficier de ce traitement-là, il faut faire attention de ne pas le perdre, ou s'ils n'étaient pas actionnaires, il y avait une police d'assurance vie dans leur compagnie qui était en vigueur au 26 avril 1995. Et puis, donc, ces deux catégories de gens-là sont grand-périsés. Ils peuvent continuer de bénéficier, il y en a de moins en moins, là. Mais il y en a encore. Oui, puis quand on en trouve, il ne faut pas les manquer parce qu'on leur fait perdre des droits, très importants. En 2000, le lobby des gens riches a été vainqueur et le taux d'inclusion du gain capital est passé successivement dans l'année de 75 à 2 tiers à 50 % Puis là, il est depuis ce temps-là à 50 % En 2000 aussi, comme les planifications successorales étaient fréquentes et puis les gens commençaient à fractionner avec leurs enfants pour payer moins d'impôts, est arrivé l'acquit des taxes. Parce que là, à un moment donné, le gouvernement a trouvé que c'était abusif de profiter de tous ces enfants pour fractionner les revenus. Alors, ils ont dit dorénavant, si vous envoyez des revenus à vos enfants mineurs, ben, ils vont payer le taux, ils vont s'imposer au taux maximum dès le premier dollar de ce que vous allez leur allouer. Alors, ça a un peu freiné le fractionnement de revenus avec les mineurs. En 2006, un changement important, on a ajouté les biens de pêche aux biens admissibles à la déduction pour gain capital. Donc, on a maintenant les biens agricoles, les biens de pêche et les actions admissibles de petites entreprises. Puis, c'est en 2007, l'année suivante, que le montant de déduction pour gain capital est passé de 500 000 à 750 000. En 2006 aussi, la maîtrise en fiscalité a diplômé l'un des meilleurs fiscalistes de ta génération. Qui est assis à côté de moi. Après ça. 2011. Le revenu fractionné, l'acquit des taxes, est étendu maintenant non seulement aux revenus, mais aussi aux gains en capital, pour les mineurs, toujours. 2014. Donc, 2014, c'est l'année où le montant de déduction pour gain capital disponible est passé de 750 à 800 000. Puis, l'année suivante, commençait à être indexé au coût de la vie. Donc, dès 2015, là, on voit que le montant de déduction pour gain capital était passé à 813 000. Puis là, depuis ce temps-là, à chaque année, ça monte un petit peu, puis on peut en prendre plus. Puis, en 2015, c'est un changement très important pour tous les agriculteurs puis les pêcheurs. Le montant de déduction pour gain capital, pour eux, était passé déjà à 1 million de dollars. On est rendu où, là? 2018. 2018, bon, on est toujours dans la fameuse imposition du revenu fractionné. Là, maintenant, c'est plus seulement les mineurs qui sont visés, on vise même les majeurs. Alors, mais pour simplifier les choses, le gouvernement a créé toutes sortes d'exceptions, puisqu'il punissait même tout le monde. Alors là, on est tombé avec des actions exclues, des entreprises exclues, des montants exclus. Et puis, en tout cas, pour simplifier les choses, la loi est devenue presque illisible, là, mais on s'y habitue. D'ailleurs, juste un petit rappel, le 20 septembre 2017, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le 20 septembre 2017, c'est le 100e anniversaire de l'adoption de la première loi sur le revenu au Canada. Et puis, ça prenait à peu près une journée pour ceux qui lisent lentement, parce que la loi avait 11 pages. Ça, c'est la loi. En 1917. Aujourd'hui, la maîtrise, ça prend 1 an, puis on ne connaît pas encore la loi après passer 1 an à l'étudier. Alors, on voit que le législateur s'est amusé. Oui, puis il nous reste une dernière année qui était, qui est maintenant. On se dit, mais on est rendu où maintenant? Bien, déjà maintenant, la déduction pour gain capital est rendue à 971 190 $. Puis, on s'attend à ce que l'année prochaine, elle arrive à son plafond d'1 million. Puis là, bien, l'avenir nous dira ce qui s'en vient pour la planification successorale.
Alors voilà, c'était notre marathon de date. J'en profite parce qu'il nous reste 1 minute. J'ai vraiment envie de profiter de votre présence parce que vous faites partie de l'équipe d'enseignants de la maîtrise en fiscalité, puis ensemble, vous cumulez un nombre impressionnant d'années d'enseignement. Que retenez-vous de toutes ces années d'enseignement-là, dans l'évolution aussi de l'enseignement de la fiscalité dans le cadre de la maîtrise? Ah bien, moi, j'ai toujours, encore aujourd'hui d'ailleurs, de voir tous ces jeunes allumés, assister à des cours, puis je vois que les nouvelles méthodes de la maîtrise aussi portent profit parce qu'ils aiment beaucoup les mandats, puis travailler. Alors, moi, je suis peut-être un peu dinosaure, j'aime mieux les cours magistraux, mais eux autres, ils aiment mieux les capsules, puis les je pense que ma retraite ne sera pas très loin. Un point à ajouter, Thierry? Ah non, mais moi, je peux juste dire que je suis vraiment satisfait d'avoir fait ma maîtrise parce qu'encore maintenant, on finit par se spécialiser, on n'a pas le choix dans un petit domaine. Puis toutes mes connaissances générales que j'ai de la fiscalité me viennent de mes différents cours. Là. Je vois plein de professeurs que j'ai eus ici, là, puis j'ai encore souvent leurs paroles en tête. Quand je croise une situation fiscale, je me dis « Ah oui, c'est vrai, Maurice Arsenault, il m'avait dit ça sur les crédits pour intrants. » Puis c'est ça, j'en fais des cauchemars. Merci beaucoup.